Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Nurea TV pour une nouvelle émission Témoignages extraordinaires. Ce soir, vous allez découvrir le récit d'expériences hors normes que des Nuréens ont vécu et qu'ils ont décidé de partager avec nous. Avant toute chose, je voulais leur dire un très grand merci pour la confiance qu'ils nous accordent en partageant leurs expériences sur notre média. Si vous aussi vous souhaitez partager un témoignage extraordinaire lors d'une prochaine émission, c'est très simple. Il vous suffit de nous envoyer votre vidéo. Une dizaine de minutes sont amplement suffisants sur l'adresse mail contact@nurea.tv. Ce soir, je vous invite à découvrir des témoignages extraordinaires. C'est tout de suite sur Nurea TV. La première vidéo que nous allons regarder ensemble nous a été envoyée par Carole. Carole nous avait déjà gratifié d'un témoignage lors d'une précédente émission, mais cette fois-ci, elle nous raconte l'histoire vécue par un ami très proche, une rencontre terrifiante avec le Dogman. L'occasion de faire un clin d'œil à mon ami Lionel Camille. Je vous laisse découvrir son récit. Bonjour Nora, bonjour Guillaume, bonjour les Nuréens. Pour commencer, je voulais vous remercier pour votre chaîne encore une fois. C'est un réel bonheur de vous écouter avec tous ces intervenants de qualité. Je pense à Geneviève Delpech, Laurent Boulanger, Lionel Camille et j'en oublie tant d'autres. C'est un réel bonheur de vous écouter et on se sent beaucoup moins seul pour le coup. Alors, si je viens vers vous aujourd'hui, c'est pour vous faire part d'un témoignage assez extraordinaire qui ne sera pas le mien, mais celui de mon meilleur ami. Pour garder son anonymat, je vais l'appeler Gabriel. Voilà, alors je commence. Mon meilleur ami est une personne assez insomniaque. À l'époque, il a 17 ans. C'est par une nuit de juin qu'il n'arrive pas à dormir, qu'il tourne et retourne dans son lit. Et il se dit qu'il en a ras-le-bol et qu'il irait bien faire un tour pour prendre l'air et peut-être éventuellement se fatiguer un petit peu histoire de trouver le sommeil. Il décide de prendre sa moto et de partir sur une petite colline qu'il existe dans notre ville. Alors, petite précision, on est dans une ville portuaire, dans le 06. Le 06, donc ça a son importance, je vous le dirai après. Voilà, donc il y a cette petite colline en fait, dans notre ville, où il y a, dans cet endroit, des villas absolument extraordinaires de gens milliardaires. Et à côté de ces maisons, on va dire une végétation très dense, avec des routes un petit peu mal entretenues. Quand je vous parle de végétation dense, je vous parle d'endroits abandonnés, avec des fougères immenses, des eucalyptus centenaires, des pins. Enfin bref, c'est assez bizarre ce paradoxe entre les deux, mais c'est tout du moins assez joli. Donc, le voilà parti sur sa petite colline qu'il connaît par cœur. Il se décide à aller sur un point de vue assez beau, on voit toute la baie, les lumières de la ville, tout ça c'est vraiment très très joli. Donc le voilà parti. Une fois qu'il se retrouve sur ce point de vue, il se dit je vais me détendre un peu, je vais fumer une petite cigarette, et puis bon, je rentrerai à la maison. Donc le voilà sur son point de vue, il arrête sa moto, s'assoit tranquillement, regarde les lumières de la ville, la mer, la lune, bref, tout est magnifique. Il commence à fumer sa petite cigarette et là, il remarque quelque chose d'un peu étrange. D'habitude, la nuit, surtout au mois de juin, on entend les grillons, on entend les grenouilles. Il y a toujours un peu le bruit de la nuit étant donné qu'il y a de la végétation et qu'il y a quelques animaux. Là, rien. Pas un souffle d'air, pas un grillon, pas
un seul bruit, rien. Il commence à ressentir un espèce de malaise. Il se sent pas très très bien. Et vers la fin de sa cigarette, il commence à sentir un espèce de frisson qui va du bas de sa colonne et remonte jusque dans son cou avec ses cheveux qui se hérissent. Et là, il ressent comme une espèce d'urgence en fait à partir très vite de l'endroit. Très vite, il est presque gagné par une espèce de terreur. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il monte sur sa moto, met son casque, regarde dans le rétroviseur. Et là, il aperçoit... comment vous dire? Il aperçoit une créature qui est exactement la description qu'on fait du Dogman. Donc un hominidé avec une tête de loup, de chien, de grandes oreilles pointues sur le dessus du crâne, une gueule immense avec, pleine de dents, comme si ça dépassait, comme s'il y avait trop de dents, et un regard rouge, presque incandescent. Il est très grand, il fait 2 mètres donc, avec de longs bras très très fins, une taille très fine, des cuisses très musclées. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Eh ben, il a eu une terreur absolument terrible. Et il enfourche sa moto, il commence à démarrer en trombe. Il commence à rouler, il regarde dans le rétroviseur et là il s'aperçoit que la créature le suit. Il accélère comme un dingue et la créature derrière lui se met à courir et le poursuit. Il y a des virages extrêmement serrés avec des murs de terre, de roches et il voit quand il prend ses virages en fait, derrière lui la créature plus ou moins courir une fois sur la route, une fois un peu sur le côté en s'accrochant parce il a vu qu'elle avait de grandes griffes et le poursuivre. Il accélère de plus belle. La créature tient la distance en plus et lui court toujours après. Il accélère, la peur au ventre. Et lorsqu'il arrive vers la fin de la route, en fait, quand on commence à rentrer un peu plus dans la ville, il regarde une dernière fois derrière lui et voit la créature en fait s'éloigner parce qu'elle est assise sur son séant et l'observe de loin. Il rentre dans la ville, regarde derrière lui, plus rien. La créature ne le poursuit plus. Voilà pour l'histoire. Autant vous dire qu'il a eu très 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 peur. Il lui est arrivé d'autres choses aussi. Comme je vous disais, il y a d'autres histoires en fait. Mais donc j'en parlerai pas là parce que ce sont des histoires longues. Et les autres créatures qu'il a rencontrées ont tout un rapport plus ou moins avec des choses un peu multidimensionnelles. Je vous dis ça parce que en ayant écouté Geneviève Delpech qui parle du Dogman la dernière fois sur Nurea, elle avance également cette hypothèse et j'ai lu le Dogman, donc l'excellent livre de Lionel Camille, merci infiniment. Et il avance également cette hypothèse, donc j'aimerais vous demander ce que vous en pensez en commentaire. Dans ce livre, je m'aperçois également qu'il y a 2 témoignages dans le 06, un dans le Var en fait, un endroit qui jouxte aussi les Alpes-Maritimes. La question que je me pose aussi, c'est à savoir est-ce que c'est un hotspot par rapport au Dogman? Parce que du coup, ça fait 4 avec le témoignage de mon meilleur ami. Voilà, donc merci infiniment encore une fois Lionel Camille. Ça m'a permis d'avancer énormément, ça nous a permis d'avancer énormément dans notre petite enquête. Voilà de quoi je voulais vous faire part. Bon, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, parce qu'on se pose énormément de questions. Voilà, écoutez, je voulais encore vous remercier, Nurea.
Encore merci aux intervenants. Je vous souhaite une très belle continuation et au plaisir de vous écouter encore. Et je vous fais plein de gros bisous. Au revoir. Nous poursuivons cette émission avec le témoignage très émouvant de Philippe. Il est question d'observation du fantôme d'une jeune fille dans sa maison. Merci Philippe pour ton témoignage. Bonjour, je m'appelle Philippe Ressos. Je vais vous raconter une histoire assez extraordinaire qu'on a vécue en 1994 pour les Belges et les Suisses, 1994 donc pour les Français. Et nous vivions à l'époque à Bondi Beach, près de Sydney, en Australie, dans un appartement. Nous avions 3 enfants à l'époque. Le plus jeune allait avoir 7 ans, c'était un garçon. Et ma femme s'est retrouvée enceinte. Alors, voilà, nous attendions le 4e. Après 2 semaines, elle a commencé à avoir de fortes nausées, comme elle a toujours eu, spécialement avec les filles. Et forte nausée, elle est tombée fort malade, mais bien plus malade que les autres fois. Alors, elle était alitée, elle était devenue de plus en plus faible parce qu'elle ne pouvait plus manger, même l'eau, elle ne pouvait plus retenir l'eau, tout ressortait. Donc elle a une bassine à côté de son lit. Et alors, donc, je me suis occupé des enfants, je les ai emmenés à l'école un jour, et pour être plus près d'elle, au cas où elle avait besoin de quelque chose, au lieu de m'installer de mon petit bureau, je me suis installé dans la salle à manger, devant la table, et j'ai commencé à faire des devis. Voilà, donc je faisais un peu de travail à la maison comme ça. Et puis, tout d'un coup, j'ai vu arriver devant moi une petite fille d'environ 3 ans qui marchait dans ma direction. Et j'étais un peu surpris, j'étais un peu dans un état de choc. J'ai pas eu peur, mais j'ai eu un état de choc. Je vois une petite fille qui vient de nulle part, et tout d'un coup, elle marche à côté de moi, elle regardait droit devant elle. Elle avait un air assez sérieux, mais en même temps, elle avait un air familier, vraiment un air de famille. Elle me faisait penser un peu à ma sœur et un peu à ma fille aînée, comme un genre de mélange comme ça. Elle avait des cheveux comme ça, un peu coupés comme ça, et une robe blanche et des sandales. Je la vois très bien en détail, elle était tout à fait réelle comme je la voyais. Et je la vois passer, et puis je tourne la tête, et puis hop, c'est disparu. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis complètement confus. Je me dis, mais je viens de voir un fantôme. Je dis, mais les fantômes, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais, les fantômes. Je le sais bien. Alors je me dis, c'est pas possible ce que j'ai vu là. Pourtant, je l'ai vu. Alors qu'est-ce que ça pourrait bien être? Alors déjà, je croyais en rien du tout. Pour moi, on naît, on vit, on meurt, il n'y a rien avant et il n'y a rien après. Et puis voilà, c'était ma façon de voir la vie, de voir les choses et de comprendre les choses autour de moi. Et c'est ma perception, voilà, c'était comme ça. Et puis je me suis dit, bon, il faut que je me raisonne un peu. Qu'est-ce que je viens de voir, quoi. Il doit y avoir une explication. C'est une explication rationnelle. Alors je me suis dit, cherchons. J'ai vu voir, certainement, j'ai mes neurones qui ont créé d'eux-mêmes, pour une raison ou une autre, ont créé une image qui n'existe pas, mais qui me donne l'impression d'exister. Bon, l'explication paraissait claire et était assez cartésienne et scientifique. Et puis je me dis, bon, c'est sûrement ça, mais ça crée un problème. Donc je me suis dit, peut-être que je deviens schizophrène. C'est pas normal de voir ça, en fait. Ou enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou j'ai peut-être une tumeur au cerveau, il y a un truc qui cloche. Je vais peut-être devoir en parler au médecin. Mais il exclu que j'en parle à ma femme, parce que je n'ai pas, dans l'état où elle est, lui dire, tu sais, je deviens fou. De toute façon, elle m'a répondu, oui, ça je sais depuis longtemps, mais bon, en plaisantant, évidemment, enfin, à moitié. Et puis, les jours passent, et quelques jours plus tard, je suis dans mon bureau, et puis je vois à nouveau cette petite fille passer. Et je me dis, tiens, la petite fille, nouveau. Décidément, ça commence à aller de plus en plus mal, il faut vraiment que j'aille voir le médecin. Mais je n'ai pas le temps d'aller voir le médecin, j'étais trop occupé avec tout ce qu'il fallait faire, parce que ma femme, entre-temps, a dû aller 2 fois à l'hôpital pour se faire réhydrater. Donc, quelques semaines ont passé, peut-être 3 semaines ont passé après, et entre-temps,
j'ai vu encore une fois dans la cuisine passer la petite fille. Puis finalement, ma femme est revenue de l'hôpital, elle allait beaucoup mieux, et nous étions en train de discuter tous les deux. J'étais en train de lui parler, on était dans la salle de bain, et sur ma droite, il y avait une porte ouverte qui donnait vers un petit couloir qui donnait aux chambres. Alors je suis en train de lui parler, blablabla, je ne sais plus de quoi. Et puis, tout d'un coup, du coin de l'œil, je vois repasser la petite fille. Alors, je tourne la tête, j'arrête de parler, je tourne la tête vers la droite, et puis je reviens pour continuer la discussion, comme si rien ne s'était passé puisque je ne lui avais pas parlé. Mais elle ne me laisse pas le temps de reprendre la conversation, et elle me dit, avec ses grands yeux bleus écarquillés, elle me dit, « Tu viens de voir passer une petite fille, hein, oui. » À chaque fois, je ne sais pas si vraiment la chair de poule. Donc, toujours émotionné quand je parle de cette histoire. J'étais complètement en choc. Et je dis, quoi? Qu'est-ce que, quoi? Tu l'as vu aussi? Elle dit, oui, je viens de l'avoir passé. Je me dis, c'est complètement fou cette histoire-là. Comment c'est? Elle me dit, oui, je viens de l'avoir passé, j'ai déjà vu avant aussi. Je dis, moi aussi, j'ai déjà vu avant. Je l'ai vu plusieurs fois, j'ai vu 3 fois dans la maison. Elle me dit, moi, je l'ai vu dans la maison aussi, et je l'ai vu à l'hôpital aussi, autour de moi. Je dis, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ce truc. Elle me dit, je dis, mais qu'est-ce que tu crois que c'est? Alors, elle me dit, je sais bien que tu ne crois en rien de tout ça, mais pour moi, ce serait l'âme de notre enfant qui se trouve entre la vie et la mort et sort de son corps, se balade un peu dans la maison et puis retourne dans son corps. Et c'est comme ça qu'on peut la voir de temps en temps. À ce moment-là, tout j'ai des mots anglais qui viennent parce que je vis en Australie depuis 33 ans. Mon système de belief system, son système de croyance, toutes mes références sont écroulées comme un château de cartes. Je n'avais plus aucune référence. J'étais confus, j'étais un peu perdu. Je ne savais plus quoi penser. Je me disais, mais dans quel monde est-ce qu'on est en train de vivre? Je pensais qu'on vivait dans un monde à 3 dimensions. Tout était simple, tout était clair. C'était comme, c'était comme mes propres sens les percevaient les choses. Et puis voilà. Mais non, c'était pas du tout ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est que j'étais plus tellement schizophrène ou j'ai plus de tumeur au cerveau tout d'un coup. Mais il y avait une grande question qu'il fallait que je trouve. Et alors j'ai commencé à chercher un maximum, essayer de trouver toutes les informations que je trouvais à propos des fantômes. Et j'ai appris énormément de choses de ce côté-là. Alors tout d'un coup, je suis devenu tout à fait ouvert. Alors j'étais prêt à parler de toutes ces choses paranormales. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé au Near-Death Experience, donc c'est les morts imminentes, ou comme dirait le professeur Charbonnier, mort provisoire, voilà, j'aime bien ce mot-là. Et puis aussi la réincarnation, c'est extrêmement intéressant aussi, puis j'ai lu un tas de livres dans ce domaine, et puis voilà, ça a monté, j'ai appris tellement de choses dans ce domaine. Bon. Enfin voilà, je voulais raconter cette histoire parce que peut-être certains de vous ont vécu une histoire similaire, et je dois dire que après avoir vécu ça, j'ai commencé à parler de temps en temps à certains clients quand je voyais que je pouvais leur parler de ce genre de choses. Donc, de temps en temps, je parlais, je racontais mon histoire, je leur demandais si eux aussi avaient vécu quelque chose de paranormal. Et j'étais surpris d'entendre qu'une personne sur 3 à qui je parlais avait une histoire à me raconter, une histoire que la science ne trouvait aucune explication. Et c'est incroyable, en fait. Le nombre de gens qui ont vécu quelque chose dans leur vie, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, et pour lequel il n'y a aucune explication rationnelle. Mais ils n'en parlent pas, ils gardent ça pour eux. Et je me dis, c'est énorme la quantité de gens qui vivent ça. Et c'est à se demander si tout ça ne nous est pas caché pour une raison ou l'autre, finalement. Donc, voilà, si vous avez vécu une expérience intéressante que vous voulez partager, n'hésitez pas à laisser un petit mot et je serai très heureux de vous répondre et je serai aussi très heureux d'entendre votre histoire. Enfin, merci de m'avoir écouté. Au revoir.
Dans la vidéo qui va suivre, Sylvain nous livre le récit particulièrement triste de la disparition tragique de son frère. Un radiesthésiste et des médiums vont l'aider, lui et sa famille, à retrouver sa trace dans des circonstances, ma foi, très troublantes. Je vous laisse découvrir son récit. Bonjour Nora et Guillaume et bonjour à tous les Nuréens. Je souhaitais faire un témoignage d'une expérience un peu extraordinaire qui m'est arrivée, alors qui n'est pas positive puisqu'il s'agit d'un décès dans ma famille et le suicide de mon frère. Donc c'est arrivé il y a 10 ans, presque jour pour jour. C'est aussi pour ça que j'avais envie de témoigner maintenant. C'est arrivé mon frère a disparu le 11 septembre 2012. Alors il était fragile et voilà, il a déjà fait des tentatives de suicide par le passé. Donc il était suivi par une psychiatre et il avait un traitement antidépresseur anxiolytique. Mais donc ce jour-là, il s'en va, il va pas au boulot et il disparaît. Donc c'est ma mère qui avait été alertée par son travail. Et donc on part à sa recherche. Le truc, c'est qu'on savait pas du tout où chercher. Et on a questionné tous ses amis et tout ça. Personne n'avait eu de nouvelles. Donc le point de départ a été qu'on a pu géolocaliser son téléphone, qui était un Apple qu'il avait dû laisser jeter ou laisser tomber, qui était localisé à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Et du coup, on connaît pas du tout la région, donc on part là-bas sans savoir du tout où aller. Il n'y a même pas des gens qu'on connaissait. Donc voilà, ça ne donne rien. Et en fait, après 15 jours, 3 semaines, les gendarmes nous contactent car sa voiture a été retrouvée. Elle était garée, donc c'était en fait dans le Vercors. Et donc c'était un massif montagneux, enfin c'était dans des hauteurs. C'est une zone où il y avait pas mal de gens qui faisaient de l'escalade. Donc la voiture est trouvée là. Donc pour nous quand même, c'était un point de départ important pour le chercher de manière plus précise. Et là, on nous donne les coordonnées d'un radiesthésiste, voilà, dans la région. Donc on va le voir, donc un monsieur très gentil, vraiment, et qui du coup dans un premier temps sort son calendrier et commence à passer donc là on était fin septembre à peu près, et donc il commence à faire octobre, il commence à suivre avec son doigt le calendrier, et il avait son pendule à côté, et le pendule ne bougeait pas, et donc il fait octobre, novembre, décembre, et au moment où il fait ça, il termine, le pendule s'agite. Donc moi je vois ça, ça m'avait quand même beaucoup interpellé, et bon, lui ne dit rien, il dit bon, ça ne sera pas tout de suite, ce qui était un petit peu compliqué à gérer pour nous, surtout pour mes parents quand même, avec la crainte de ne jamais le trouver. Du coup après il prend la carte où il localise, du coup il marque au stylo la position de la voiture, et avec le pendule il commence à partir de la voiture, essayer de suivre le trajet de mon frère. Et donc le pendule marque, enfin vraiment il y a un trajet qui suivit, donc il note sur la carte, il trace. Et donc à partir de la voiture, il part sur la droite, et la voiture était garée comme ça, là, puis il y avait une route qui passait, une petite route. Et donc hop, il part à droite, il longe la route, et à un moment donné la route se sépare en deux. Et donc il y avait un bosquet, enfin un coin de nature entre. Et donc c'est là que apparemment le pendule localise mon frère. Donc il nous dit, moi je travaille souvent avec une médium, donc allez la voir, et vous dites rien de ce que je vous ai dit pour pas justement l'influencer, et vous lui expliquez la situation, et voyez ce qu'elle vous dit, puisqu'elle peut aussi essayer de repérer comme ça sur la carte. Donc dans un premier temps, j'appelle cette dame qui est très gentille aussi, un peu particulière parce qu'elle répond par oui ou par non aux questions, et de manière assez rapide. Et donc je lui dis, est-ce que mon frère est vivant? Elle me dit non. Est-ce qu'on va le trouver? Elle me dit oui. Et du coup je lui dis, est-ce que c'est nous qui allons le trouver? Elle me dit non. Est-ce que ce sont les gendarmes qui vont le trouver? Elle me dit non.
Donc bon, je savais pas quoi poser comme question, qui allait le trouver, mais bon, voilà. C'était les informations que j'avais à ce moment-là. Donc on va à la rencontre de cette dame, très gentille aussi, qui localise aussi sur la carte, enfin qui fait un petit trajet aussi, et elle fait exactement le trajet du radiesthésiste. Alors qu'elle n'était pas du tout au courant, on lui avait rien dit. Et vraiment, elle localise, elle remonte la route et le petit bosquet. Donc on s'est dit, oula, ça va être quand même, c'est quand même, ça peut être quand même pas mal. Donc on décide d'y aller nous. Donc le lendemain matin, très tôt, on se retrouve sur place. Le radiesthésiste, très gentiment, a dit, ben, je vous rejoins là-bas avec mon pendule, on va essayer. Et donc on part de la voiture. Alors c'était très tôt le matin, il faisait très humide. Et il y avait vraiment une brume assez importante. Et donc du coup, ça a été un événement, ça a été une situation un peu particulière. J'avais l'impression, moi, d'être un peu dans une autre dimension, qu'il y avait quelque chose d'autre. Je sais pas, c'était étrange. Alors c'est aussi les lieux qui sont quand même assez chargés, parce que ce sont des endroits qui sont quand même un peu, qui ont été assez importants pendant la Résistance. Et donc, enfin voilà, puis au niveau de la nature, c'est particulier, quoi. Il y a de la nature et en même temps c'est très rocailleux, donc c'est abrupt, quoi, on va dire. Bon bref, on suit le trajet, donc le pendule part de la voiture, pareil, hop, il monte et on arrive à ce fameux bosquet. Et là, le pendule fait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il nous fait partir dans un sens, il nous fait partir dans l'autre, et en fait il nous fait tourner en rond. Donc là, le radiesthésiste dit, bon, je pense que là, je sais pas ce qui se passe, mais ça sert plus à rien d'utiliser le pendule, ça part dans tous les sens. Donc on décide un peu de s'éparpiller, de chercher chacun, enfin voilà, d'élargir la zone. Mais moi je me disais, mais c'est fou, enfin c'est pas, enfin, ça serait vraiment compliqué quand même si c'était nous qui le trouvions. Je me disais, ce serait quand même, ça peut être quand même très traumatisant parce qu'en plus ça faisait 3-4 semaines qu'il avait disparu. Et s'il était décédé, ben voilà quoi, ça peut être violent. Donc, et donc le truc qui se passe, qui m'a beaucoup marqué, c'est que là il y a un brouillard qui descend, mais un brouillard vraiment comme j'en avais jamais vu. Une purée de poids où en fait on pouvait pas voir, mais je pouvais pas voir à plus de 1 mètre, même pas. Et d'ailleurs on s'est un peu rapprochés les uns des autres pour ne pas se perdre, enfin voilà, pour rester groupés. Et on s'est dit, bon, c'est pas possible, là, on peut plus avancer, quoi. Donc c'est mort, on arrête. Et c'était assez fou, voilà, ce qui s'est passé. Et avec le recul, je me dis, il y a vraiment eu un événement comme ça où la nature, l'univers nous a dit, stop, quoi. Et en même temps, ça donnait aussi l'impression, enfin moi ça me donnait l'intuition qu'il était par là. Il faut savoir aussi que les gendarmes avaient, quand la voiture avait été localisée, les gendarmes ont fait vraiment je sais pas comment on dit, une battue. Enfin, ils ont vraiment pris les chiens, ils ont cherché partout, ils ont cherché en bas aussi des falaises. Forcément, c'est la première chose à laquelle ils ont pensé, s'il s'est suicidé, qu'il se soit jeté. Et ils trouvent rien du tout, les chiens, rien. Donc, et nous, voilà, c'était cet événement où, avec ce brouillard, impossible de chercher quoi que ce soit, quoi. Et donc du coup, moi dans le même temps, pardon, excusez-moi, c'est que j'ai noté un peu, j'étais en contact avec une autre personne, une thérapeute qui vendait des pierres et qui était médium aussi. Et du coup, je l'ai au téléphone à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'on avait du coup beaucoup de monde qu'on avait sollicité aussi. Bon. Et elle me dit, mais il est vivant, je le vois, il déambule, il est vivant, et il a trouvé refuge dans une petite maison en pierre. Regardez à tel endroit, il y a une petite maison en pierre, je vois ça et tout ça. Bon. Au final, en continuant de chercher, on trouve effectivement une maison en pierre qui correspondait bien à ce qu'elle disait, mais personne. Voilà, donc du coup après, bon voilà, d'autres personnes ont cherché à nous aider. Voilà, notre médium nous disait, mais moi je
elle avait l'impression de voir à travers lui, et elle dit je vois vraiment de l'herbe couchée, je vois vraiment une étendue, comme s'il était en hauteur et que la vue était dégagée. Donc voilà, il dit des choses comme ça. Euh, et, euh, et donc, voilà, pour poursuivre donc les événements qui vont arriver, enfin, surtout la finalité, c'est que le 31 décembre 2012, les gendarmes nous appellent, nous disent qu'ils ont trouvé mon frère décédé. Voilà, il s'était suicidé pendu à un arbre. Et ce ne sont pas les gendarmes qui l'ont trouvé, donc c'était un couple qui était là en promenade, et lui, le compagnon était pompier et a vu de loin, enfin a vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et tout de suite, voilà, il a pris sa compagne, il est parti, et il a appelé les gendarmes pour les prévenir. Mais donc effectivement, la médium avait raison, ce ne sont pas les gendarmes ni nous qui l'avons trouvé. Et le truc étonnant, c'était que à partir de la voiture, en fait, c'est un petit chemin qui partait en face de la voiture, et ce chemin, on ne l'a jamais vu. On n'a jamais pensé l'emprunter. Presque quand on l'a vu, on s'est dit, mais il y était ce chemin. C'était assez fou, quoi. Et même le radiesthésiste, ça c'était incroyable, on partait de suite. En fait, le pendule nous faisait partir de suite dans la mauvaise direction. Et pareil pour la médium. On a eu vraiment cette impression. Paradoxalement, on peut se dire, ils se sont complètement gourés, mais le fait qu'ils se soient trompés tous les deux de la même manière donnait l'impression d'avoir été guidés, en fait. C'était assez fou. Et donc ce chemin, on l'avait jamais vu. Et voilà, et bien sûr, après coup, hein, on est allé à l'endroit où il a été trouvé et tout ça. Et effectivement, il y avait de l'herbe couchée parce que de la neige avait fondu, donc ça avait couché l'herbe. Et il y avait une vue dégagée parce qu'il était complètement en hauteur. C'était vraiment en haut, c'était pas du tout dans un endroit fermé. Par contre, voilà, lui était quand même, voilà, dans des où il y avait beaucoup de gui. Enfin bon, il était caché quand même. Mais bon, voilà, c'était assez incroyable. Et le truc aussi qui moi m'a marqué, c'était que on l'a trouvé en 2012 et donc le 31 décembre. Et quelque part, c'était important que 2013 commence différemment. Et on l'a pas trouvé en janvier 2013 avec une année 2013 qui débute de la même manière que se termine 2012. Là, c'était vraiment voilà, 2013, on part sur autre chose. On a pu faire une belle cérémonie pour lui. Il y avait énormément de gens. Du coup, voilà, c'était assez fou et l'événement, mon frère avait récupéré un bébé chat quelques mois avant de disparaître, et du coup mes parents avaient récupéré ce chat, et le jour de la cérémonie, mes parents ont fait venir les gens chez eux, donc il y avait quand même beaucoup de monde, et cette petite chatte qui était bébé mais qui avait grandi quand même, mais était quand même assez peureuse, assez sauvage, et là ce jour-là elle déambulait parmi les gens, c'était impressionnant, elle marchait, elle se faisait caresser, et moi je me suis dit mais ça doit être juste qu'elle change et que peut-être elle devient plus sociable, et en fait pas du tout. Par la suite, elle a à nouveau retrouvé son instinct un peu sauvage, et dès qu'il y avait 2-3 personnes chez mes parents, elle partait. Elle le fait encore, hein. Et mais ce jour-là, enfin, voilà, c'était étonnant, quoi. Elle était parmi les gens. C'était beau. Voilà, donc c'était pour vous raconter cette expérience qui a été bien sûr traumatisante enfin traumatisante, qui a été violente, pas traumatisante, je dirais violente, parce qu'aussi tout ce temps de recherche, mais c'est aussi tout ce temps-là qui moi m'a permis de réaliser qu'en fait on n'était pas seul. Déjà on était accompagné par les gens qui cherchaient à nous aider, ses amis, la famille, mais aussi on n'était pas seul à d'autres niveaux, quoi. On se sentait vraiment porté. Euh, et c'était assez fou, et même dans le même temps on avait l'impression qu'il y avait lui un cheminement pour mon frère qui se passait, c'est-à-dire que oui il est décédé brutalement, mais finalement quand la médium me disait je le vois, je le repère dans une petite maison là, il est vivant, en fait non, mais d'autres personnes nous ont dit quand une personne se suicide c'est tellement violent qu'en fait la personne peut se retrouver à côté de son corps, mais toujours sur Terre, toujours dans cette dimension-là, parce que c'est trop violent, et donc quelque part il a peut-être erré comme un fantôme,
et que voilà, cette médium l'a repéré, me dit mais il est vivant parce que je le vois déambuler, mais oui parce qu'il y était, mais pas dans la même dimension. Et voilà, il s'est passé plein de choses. Combien de fois je me suis retrouvé, parce qu'on dormait du coup dans des petits hôtels en le cherchant, et combien de fois il s'est passé des choses où je me réveille parce que mon lit, les draps la couverture de mon lit avait bougé, comme si quelqu'un s'était assis. Enfin, c'était assez étonnant. Je sais pas si c'était lui ou pas. Je pense que lui voilà, il s'est passé aussi un cheminement où il s'est rendu compte aussi de l'amour qu'on lui portait. Quelque part, il s'en rend compte à ce moment-là, j'ai envie de dire. Enfin voilà, c'était assez fou et au final une expérience forte, mais ouais, qui aujourd'hui m'aide. Enfin, c'est une expérience qui me porte beaucoup aujourd'hui, qui m'a apporté voilà beaucoup de choses positives. Je sais que ça peut paraître bizarre de le dire comme ça, mais je pense que vous comprendrez. Voilà, ben merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt et puis encore bravo Nora et Guillaume pour cette superbe, vos superbes émissions et, euh, et voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. À bientôt. Pour le prochain témoignage, Ninon partage avec nous des histoires en lien avec l'invisible et les vies antérieures. Merci beaucoup Ninon pour ton témoignage. Bonjour. Eh bien, me voici, c'est Ninon. J'ai beaucoup hésité à faire un témoignage parce que j'ai toujours l'impression que ce que je vivais, c'était peu par rapport à tout ce que j'ai vu depuis le début. Mais finalement, en faisant une petite liste, je dis ça aussi pour ceux qui sont dans le cas, bah, on se rend compte que finalement, il y a quand même des choses à raconter et puis voilà. Bon, ça s'explique parce que je fais beaucoup de travail en hypnose régressive et j'ai un parcours dans le chamanisme. Donc du coup, ça m'amène à développer aussi forcément les dons. Donc les visions, il y en a pas mal. Ce que je vais vous raconter, c'est plutôt des choses un peu courtes, donc il y en aura plusieurs. Mais il y a deux choses différentes. Il y en a qui sont liées à un accès à un inconscient collectif sans recherche manuelle sur un ordinateur. Mais c'était les premières choses qui m'ont vraiment touchée dans mon parcours d'éveil, ou sur le travail sur moi en tout cas. Et les seconds, c'est plutôt de l'ordre des vies antérieures ou parallèles. Et Grégor collectif, je saurais pas dire ce que c'est, mais voilà, c'est des expériences pour moi. Alors, les premières choses, c'est une fois je me promenais comme ça dans comment dire, un parcours paysager à côté de chez moi. Et j'aime beaucoup aller à l'encontre des arbres. Donc j'avais mon arbre préféré. À chaque fois que j'habite quelque part, j'ai mon arbre préféré. Et un jour, je sais pas pourquoi, je me connecte à lui. Je fais souvent ça en méditation. Et puis là, je lui demande son nom. Parce que souvent, je leur donne des noms, mais en fait, je me suis dit, mais pourquoi je leur demande pas, en fait? Ils sont vivants. Et là, il me dit Aniel. Je dis, tiens, Aniel, ça me dit rien. Et je fais des recherches. Enfin, j'ai entendu Aniel et Anaël. Voilà. Encore plus. Et je fais des recherches et je me rends compte que ça n'a rien à voir avec un nom d'arbre, que ça fait partie des 12 archanges. Je me dis, ah ouais, quand même, bon. Moi, je fais très attention aux interférences parce que je travaille en hypnose régressive. Donc, du coup, bon. Je me suis dit, ok, il y a quelqu'un qui a voulu communiquer avec moi, mais bon, c'était pas vraiment ce que je voulais, quoi. Et, donc, ce qui est assez intéressant avec cette histoire-là, c'est que Aniel, on l'appelle la grâce de Dieu dans le catholicisme. Et j'avais fait un rêve quelque temps avant, un ou 2 ans, où je rêvais que j'étais touchée par la grâce de Dieu. Alors pourtant, je vous dis, je suis pas catholique de base. Je m'y intéresse, mais comme notre religion, pour moi, il y a autant le bouddhisme, le chamanisme, voilà, que tout le reste. Donc j'étais étonnée de cette coïncidence.
Et c'est vrai que la gratitude, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et j'ai découvert que mon prénom, Ninon, ça vient de Anne, Anna, Aniel, la grâce. Donc bon, voilà. Est-ce que c'est une multidimensionnalité qui m'a parlé? J'en sais rien, mais bon, voilà. Ça m'a permis de comprendre, en tout cas, certaines vies antérieures. Alors je continue, il m'arrivait à peu près la même chose, mais avec, j'ai encore demandé un truc, je voulais savoir mon protecteur. Et là, je me suis rendue. Moi, j'ai demandé, j'ai eu le mot oiseau tonnerre. Et à l'époque, j'étais pas encore dans le chamanisme, je ne connaissais pas l'histoire de l'oiseau tonnerre. Et j'ai découvert cette histoire-là, magnifique, du chaman Yoka et de l'oiseau tonnerre, que vous pouvez aller voir sur Internet. C'est assez impressionnant. Et en plus, bon bah du coup, j'ai compris, j'ai demandé à un oiseau, enfin j'ai demandé à un protecteur, un animal protecteur, parce que j'ai mon cerf déjà, hein, voir là. Mais voilà, il y en a d'autres, et j'ai compris que c'était l'oiseau tonnerre, et quel genre de chaman veut dire je suis. Bon, après moi, c'est relatif pour moi tout ça. Alors voilà, j'essaie de pas trop m'étaler pour raconter les vies antérieures, parce que je pense que c'est aussi intéressant. Il y en a une surtout qui ressort beaucoup, c'est alors vous allez rigoler, ça fait très mégalo, mais je ressens un lien avec Dalida et Woody Tenko. Alors pourtant il y en a un des deux qui n'était pas amoureux, hein, officiellement en tout cas. Et il y a une histoire assez sordide autour de Woody Tenko, parce qu'on ne sait pas s'il a vécu un meurtre ou si il s'est vraiment suicidé, sachant que c'était quelqu'un de dépressif. Et voilà, j'ai un lien de flamme jumelle. Alors moi, j'aime pas du tout dire ça parce que c'était Grégor, hein, pour moi il est nocif. Mais un lien sacré, dirons-nous, avec quelqu'un où il y a énormément de ressemblances au niveau des signes astrologiques, au niveau du parcours de vie, au niveau des choix de vie, au niveau des origines, l'Italie, le Liban, tout, enfin, par rapport aux affinités, parce que à la base, je suis fan de Dalida. Je me suis intéressée à ça comme par hasard au lycée, mais parce que j'avais un ami qui était à fond là-dedans, et je chante. et ma femme jumelle, il fait du piano, et voilà, et enfin, comme le Gitenko, et moi j'ai un strabisme comme elle. Enfin, il y a vraiment plein de choses assez folles autour des origines italiennes. Enfin, bref. Et donc, voilà. Je ne sais pas, est-ce que c'est juste une imprégnation, hein, comme on parle de Dolores Cannon, hein, pour certains qui pensent être des starseeds. Alors, moi j'y crois moyennement, hein, réservé là-dessus. Mais en tout cas, il y a quand même des choses assez hallucinantes, et dont une. Je fais beaucoup de choses. Je donne des cours de chant, je chante, et aussi je garde des enfants. J'aime pas faire qu'une seule chose. Et je vais chez une famille qui s'appelle Beretta. Et ça, j'ai mis du temps à comprendre. Et je vois, la première chose que je vois sur la bibliothèque, parce que je suis très très facilement attirée par les livres, mes parents enseignants, je vois un livre sur Luigi Tenco. Je me dis, tiens, c'est marrant quand même, je pensais avoir réglé cette vie antérieure depuis un moment. Et c'est là que j'achète le bouquin qui parle qu'éventuellement il aurait été tué. Et ce qui est chose bizarre, c'est que il y a pas si longtemps, j'ai fait partie d'un concours de chant dont je n'ai pas cherché à faire partie, où j'ai chanté une chanson que Dalida et Luigi Tenco ont chanté aussi ensemble lors d'un concours. Et lui, il est mort juste après. Voilà. Et je m'en suis rendu compte qu'après de ça, de cette coïncidence du concours, de la chanson, du fait que j'ai rencontré la personne avec qui je suis actuellement autour de la musique, voilà, c'est assez hallucinant. Alors juste, je fais un petit rajout, le Beretta, parce que je parlais de la famille Beretta, Luigi Tenco était tué avec un Beretta, et sauf que lui n'en avait pas. Donc c'est ce qui pourrait prouver qu'il n'est pas mort par lui-même. Et il traînait un peu dans des histoires assez sordides. Voilà, j'en rajoute pas plus. Donc voilà, encore des coïncidences assez troublantes. Voilà. Et je finis sur un autre qui vient du Canada, une autre vie antérieure du Canada. J'ai vécu au Canada avec une chamane, et elle nous a fait partir en voyage chamanique.
Et franchement, il me reste 2 minutes, je suis désolée. On était 4 personnes à s'être retrouvées au même endroit pendant le voyage chamanique. Je crois que c'était pendant la pleine lune. Et on était autour du feu, comme un cercle de parole. Alors j'étais le chef, hein, bien sûr, en tant que Capricorne. Et je me suis retrouvée ce jour-là, j'ai vécu quelque chose de fort, c'est comme si j'étais venue au Canada pour libérer la colère, une partie de ma colère, parce que c'est pas fini ce travail-là, en tout cas envers le peuple blanc, parce que j'ai l'impression d'être une âme rouge, et d'être incarnée dans un corps blanc avec une âme rouge. Voilà. En tout cas au niveau des affinités de l'âme. Et du coup, j'ai compris que ce voyage-là, c'était pour revoir un peu finalement constater que l'esprit du chamanisme, il est toujours présent au Canada, malgré le colonialisme, il y a toujours le côté féminin qui est plus mis en avant là-bas, la spiritualité, et puis des choses qui commencent à émerger autour du chamanisme, même en Europe maintenant. Donc voilà, c'était pour montrer un petit peu toutes ces grosses coïncidences qu'on peut vivre dans la vie qui font réfléchir et remettre en cause quand même cette idée de l'invisible et du visible, et puis de ce qui nous dépasse au niveau du mental. Donc voilà. Je profite juste des derniers moments pour faire un petit coucou à Fabrice Bianchon s'il me regarde, parce que j'aime beaucoup, et puis on se connaît. Et voilà, il vient de sortir un livre qui s'appelle Le Projet du Sel, donc n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, gros bisous à vous, et voilà. Merci à Nurea TV, à Guillaume et Nora pour tout ce que vous faites. Dans la prochaine vidéo, Mandy a souhaité garder l'anonymat pour nous livrer le récit de 2 observations d'OVNI particulièrement intéressantes. Tout ceci n'enlève rien à la qualité de ce témoignage que je vous invite à découvrir tout de suite. Bonjour ou bonsoir à toutes les Nuréennes et tous les Nuréens. Donc, je tenais à vous partager 2 observations que j'ai faites à plusieurs années d'intervalle. Je préfère le faire en mode anonyme pour plusieurs raisons. Et puis mon visage, il n'est pas important en fait par rapport à ce que je vais vous raconter de toute façon. Donc voilà. Je m'appelle Mandy. Et le 6 janvier 1988, j'ai observé quelque chose d'assez particulier dans le ciel du Lot-et-Garonne, dans un petit village qui s'appelle Aubiac, au-dessus d'un champ. Il était 20h30 et un objet était stationnaire peut-être à une 50aine de mètres, peut-être moins, au-dessus d'un champ, deux boules lumineuses rouges, sans clignotement et sans bruit surtout. Et donc nous arrivions en voiture, nous étions 3 sur les chemins de campagne, et on s'est arrêté, je suis descendue de la voiture, et de suite je sentais, à cette époque j'étais persuadée que c'était un ovni, mais aujourd'hui je me dis c'était peut-être de la rétro-ingénierie, mais en tout cas c'était pas un avion classique. Et c'était en vol stationnaire, sans bruit au-dessus de ce champ. À l'époque, je pensais que c'était peut-être grand comme un avion navette qui fait Paris-Province, par exemple. Et peut-être dans ce cas-là, si ça avait été ces dimensions-là, peut-être à une 30aine, 50aine de mètres au-dessus du champ. Mais franchement, les dimensions, les hauteurs, à cet âge-là, je peux pas dire quoi. Mais en arrivant de loin sur les routes, c'était à hauteur d'une petite colline, et une colline d'une 50aine de mètres. Donc peut-être que c'était ça la hauteur, je ne sais pas, l'altitude. Et donc je suis sortie de la voiture, je me suis positionnée juste à côté du champ, j'étais quasiment au-dessous de l'objet, et il n'y avait vraiment aucun bruit, aucun son, aucune odeur, aucune température particulière. Et j'ai essayé de distinguer entre les 2 lumières une pseudo-carlingue, mais je ne voyais pas vraiment de choses. Je voyais les étoiles, je les distinguais, mais pas de manière nette, comme si c'était un peu diaphane, mais je voyais les étoiles quand même. Et j'arrivais pas à voir de structure qui reliait les 2 lumières rouges.
Et je lui ai lancé des cailloux pour savoir si ça allait faire un petit bruit de tôle. La fille un peu dingo quand même, mais bon, sans peur. Et puis à un moment donné, peut-être, je sais pas, au bout de 4-5 minutes, l'objet a fait un petit tour sur lui-même. Donc les deux lumières rouges ont bougé en même temps, exactement comme si elles étaient reliées par un tube, mais je ne voyais pas ce tube. Et puis ensuite, cet objet est parti en vol stationnaire à la même altitude et assez lentement, toujours sans bruit, vers la ville un peu plus proche qui s'appelait Agen. Et donc à une trentaine de kilomètres plus loin, dans la même direction, se trouvait Golfech. Valence d'Agen, en fait, la centrale nucléaire de Golfech. Donc une fois que l'objet, je l'ai perdu de vue, qu'il est parti derrière les arbres, je suis rentrée dans la voiture, nous sommes repartis et nous sommes montés un petit peu plus haut sur les coteaux pour rentrer chez nous. Et en fait, à un moment donné, on a observé le même objet, on reconnaissait ces deux lumières rouges qui ne clignotaient pas et qui faisaient un vol parallèle au nôtre, un peu plus loin, un peu plus haut par contre, assez haut quand même, et plus au-dessus justement de Valence d'Agen et de la vallée en fait. Et arrivé dans mon village, il est passé au-dessus des maisons, toujours à une altitude assez haute, et puis je suis vite allée chercher les jumelles dans ma maison, et j'ai essayé de la voir aux jumelles, j'ai pas réussi, donc je l'ai regardée de mes yeux pour en profiter un max. Et ensuite, bon, il a tourné un peu, toujours sans bruit, il est parti vers l'ouest en direction de Biscarrosse. Et Biscarrosse aussi comporte une base militaire aérienne. Voilà, c'était pour la petite histoire donc du 6 janvier 1988 à 20h30 en Lot-et-Garonne. Et la deuxième OPS, je l'ai faite il y a à peu près 2 étés, donc l'année dernière en 2021, je ne sais plus quand, je ne l'ai pas noté, c'était en juillet ou en août, une nuit vraiment très étoilée, forte température et pas de lune. Et je n'arrivais pas à dormir, tout était ouvert, mais je tournais vraiment une énorme insomnie, mais une grosse flemme de me lever. Et pourtant, j'avais une petite voix intérieure qui me disait « Lève-toi, observer les étoiles ». Mais j'avais la flemme. Et je me suis quand même levée parce que je suis têtue, mais vers 3-4 heures, j'ai quand même cédé. 3 heures, 4 heures du matin, je me suis levée, je suis allée observer les étoiles. Plutôt 3 heures, parce que l'aube n'était pas encore là. Et bon, bah, vraiment un ciel magnifique. Et pile au moment où j'arrive devant la baie vitrée ouverte, et ben, en face de moi, j'observe un objet blanc lumineux sans clignotement qui avançait de manière horizontale à une certaine altitude. Ça aurait pu être un avion classique, sauf au-delà des 10 000 mètres, mais il n'y avait aucun clignotement, il n'y avait pas le rouge et le vert, et pas de bruit, vraiment pas de bruit. Et à un moment donné, l'objet s'est arrêté, il a ralenti, s'est arrêté, il a émis un énorme flash lumineux blanc, vraiment énorme, hein. Et il n'y avait plus rien, et rien n'est tombé au sol, il n'y avait rien, il n'y avait pas de traînée, rien. Et instinctivement, je me suis dit, c'était un ovni, il s'est barré dans une autre dimension en fait. Mais après, j'ai entendu dans d'autres témoignages, notamment sur Nurea, qu'il y avait des explications comme ça de passage dans d'autres dimensions, après avoir observé justement un changement d'intensité lumineuse de l'UFO en question en fait. Donc je me suis dit, ouais, c'était peut-être ça en fait. Classique. Mais c'était très court comme OPS, vraiment quelques minutes. Et c'était assez surprenant. Et puis, bizarrement ou pas, juste après avoir observé ce phénomène, j'ai eu assez sommeil. Je suis allée me coucher. Voilà. C'était pour les petits témoignages. Le premier jet, des témoignages. Je pense que je vous partagerai d'autres histoires avec le monde invisible, qui pour moi sont normales, qu'on peut qualifier de paranormales, mais elles le sont normales en fait. Mais voilà, ça sera pas pour ce soir. Ouais, j'ai tenu en 7 minutes 17. Allez, je vous embrasse tous très fort, et je remercie vraiment beaucoup la chaîne Nurea, Nora, Guillaume, pour tout ce que vous faites, et tous vos intervenants qui sont tous de très grande qualité, tous aussi passionnants les uns que les autres.
Et j'espère que vous tous, Nuréen, intervenants, Nora, Guillaume, vous allez bien dans votre cœur, bien dans votre âme, et que vous êtes de plus en plus alignés avec votre objectif d'incarnation. Gros mouchou à tous. Ciao, ciao. Jessica et Vincent nous livrent avec beaucoup d'humour leur très belle histoire. Ils nous parlent de leur relation de flammes jumelles, du lien étroit qui les unit et des nombreuses expériences paranormales qui les accompagnent. Bonjour Nora, bonjour Guillaume. Et bonjour à tous les Nuréens. Alors écoutez, on est très content de vous faire part de notre témoignage à nous. Et on voulait vous parler de notre... relation de flammes jumelles réunifiées. Voilà, donc c'est des sujets dont on entend beaucoup parler, je pense, mais pour lesquels on n'a pas beaucoup de témoignages. Donc voilà, nous on voulait vous expliquer tout ça. Un petit peu tout ce que ça implique, les différentes étapes, tout ce que ça a pu éveiller chez nous. Enfin voilà, c'est magique. On se connaît depuis l'âge de 3 ans, 3 ans et demi, un peu de choses près. On a passé une grosse partie de notre enfance ensemble, à jouer, à faire les cartes sans coup, enfin ça jusqu'à l'adolescence. On s'est perdu de vue. Voilà. Bon, pas vraiment les mêmes copains d'école, etc. Oui, plus beaucoup de contacts, mais à chaque fois qu'on se revoit, c'est absolument, il faut qu'on se téléphone, il faut qu'on prenne des nouvelles. On était chaque fois très contents de se voir, mais on s'échangeait même pas les numéros. Non, en fait. On se disait, on se revoit après, on prend un numéro et on se téléphone. Ou dans quelque chose comme ça. C'est ça. Voilà. Et puis, alors, totalement perdu de vue, on va dire, on a fait notre quarantaine d'années. On a fait notre vie chacun de son côté, on a eu des enfants. Vincent, il a deux grands ados et moi, j'ai un petit garçon de 8 ans, voilà. Et puis, je pense que tu me recontactes par un réseau social. Oui, à un moment où on est célibataires tous les deux, disponibles tous les deux, et où il y a eu déjà un éveil de fait chez chacun. Voilà. Oui, tout à fait. Plus chez moi. Oui, chez toi. Oui, ça c'est tout. À partir du moment où on s'est vus, c'est devenu très drôle en fait. Donc, je suis venue chez toi, à l'improviste, je me suis un peu imposée. En revenant du travail un jour. Oui, un jour, la veille, on se dit, tiens, on va se voir. Oui, on s'arrange, mais il y a les enfants, etc. On n'a pas les mêmes week-ends, machin. Et on reporte ça une semaine. Voilà. Mais le lendemain, sur le chemin du retour du trail, j'avais beaucoup de route à faire en voiture. Je lui téléphone. Et puis, je suis passée, voilà. Et alors, en sortant chez lui, je sais pas moi, à 1h du matin, en semaine, quelque chose comme ça, j'étais dans ma voiture et alors je me suis dit... oui, c'est marrant, je vais plus le quitter, j'ai retrouvé mon ami d'enfance et j'étais certaine que, mais en ami. Oui, toi c'était comme ami, moi un peu moins, mais. Mais moi je savais pas, en tout cas, moi Vincent c'était pas mon type, c'était pas le type d'homme qui m'attirait, mais j'étais quand même attirée comme un aimant, enfin c'était très bizarre, voilà, c'était très bizarre. Oui, c'est ça, il faut savoir que dans une relation flamme jumelle, c'est pas forcément une attirance physique qui a lieu dans un premier temps. C'est beaucoup plus profond que ça, c'est différent. Moi, ce que je savais, c'est qu'il y avait un lien entre elle et moi, un lien extrêmement fort. En plus, elle me plaît et elle m'a toujours plu et elle le sait. Mais ça, c'est un autre problème. Je veux dire que l'attirance est ailleurs à la base. C'est vraiment quelque chose d'hyper profond. Et alors, je suppose que pour la plupart d'entre vous, vous le savez, mais il y a toujours dans une relation flamme jumelle un chaser et un runner. Donc, voilà, Vincent était clairement le chaser et j'étais clairement la runneuse qui niait complètement la situation. Enfin, moi, je ne voulais pas. Oui, c'est ça. Voilà. Enfin, ne pas vouloir, c'est un grand mot, mais tu ne voulais pas le voir et l'admettre. Oui. Parce que sinon, mais c'est trop long à expliquer, ça. On pourra vous expliquer une autre fois, mais voilà. Donc, au début de cette relation, on se voyait vraiment en tant qu'amis. Il y avait encore rien entre nous deux, mais à part cette attirance, mais de fou, mais magnétique ou... Oui, mais c'était déjà une connexion. À partir du moment où on s'est revus, il y a eu une connexion. Oui. On a été directement connectés. Complètement. Avec télépathie, enfin tout de suite. Et alors, les phénomènes ont commencé déjà à se déclarer, alors qu'on n'était même pas encore remis, non, ensemble, on n'était pas encore ensemble, voilà. Mais tu penses à quoi plutôt la première histoire avec la photo chez toi où je vois ton papa Oui, donc j'étais chez moi, donc j'habitais dans une autre maison. Et alors, je fais une photo de Vincent en instantané de mon salon. T'as dit, tu peux revenir.
Pardon. Je fais une photo de Vincent. Je fais une photo pour Vincent de mon salon. Je vais pas couper, c'est pas grave. De mon salon pour lui montrer un peu dans quel environnement. Mon fils venait de se coucher, j'étais un petit peu tranquille. Et là, Vincent me dit tout de suite à qui appartient le fauteuil de la photo. Bref, on cherche un petit peu. Je vais raccourcir parce que c'est très long à expliquer. On a passé la nuit ensemble. Et en fait, Vincent a vu mon papa qui était chez moi, qui était près de moi. Et donc là, ça a commencé. Là, ça commence dans les parties très émouvantes. Et on s'est rendu compte que mon papa était près de moi, toujours près. Il était décédé évidemment, mais il était toujours auprès de moi, toujours à mes côtés. C'est Vincent qui l'a vu. C'est Vincent. Et on est restés ensemble toute la nuit au téléphone à pleurer comme des bébés. Mon papa lui a montré des photos d'enfance. Enfin, pas des photos, des instants, des moments hantés de notre enfance. J'avais un grand saule pleureur chez mon papa. Il lui a montré des trucs très forts. Enfin, c'était vraiment. Et alors, on en a pleuré toute la nuit. On reste au téléphone toute la nuit. Donc ça, voilà, ça a été un des premiers gros. Voilà, et ça a été le début de l'explication, je pense, de notre relation profonde. Oui. Ça a été les prémices justement pour nous ouvrir les yeux et nous faire comprendre quelle était la nature de la relation qu'on était en train de vivre. Au début, je me suis même dit que tu faisais exprès. Enfin, que tu inventé toute cette histoire et qu'avec moi, je me dis, il se sert un petit peu de la spiritualité pour ma voix. Mais en fait, vous allez voir que on a eu tellement de confirmations. Hein. Oui, c'est ça. On a eu tellement de confirmations qu'on est sur une certaine façon, on a fait une lecture karmique aussi derrière. C'est ça. On va l'expliquer après. Mais voilà, moi, en fait, il faut savoir que j'ai déjà des expériences de ce côté-là à voir, entendre et pouvoir communiquer depuis tout petit. J'avais mis ça en sommeil pendant très longtemps. Et puis justement avec l'éveil qui revient par la suite, ça a été complètement, ça a décuplé déjà rien que quand on a repris contact, ça a commencé à revenir. Les signes de médiumnité, étaient vraiment flagrants. C'est ça. On a eu beaucoup de manifestations comme ça. Et là c'est encore pire. Encore pire, encore non, mieux. C'est bien, c'est encore mieux. T'es médium, on peut dire que t'es complètement médium, mais en fait c'est pas le sujet, on s'en fout un petit peu. On est parti sur autre chose. Quoi d'autre? Toi, tu as un exemple à donner de ce qui a été... Ah oui, moi j'en ai un. Donc, ce qu'il faut savoir, quand on était plus jeune, il faut savoir que quand mon papa a quitté ma maman et que sa maman a quitté son papa, sa maman et mon papa se sont mis ensemble. Un petit temps. Donc voilà, et donc un événement très marquant et très rigolo et très joyeux, rempli d'amour. C'est que donc on a commencé à avoir des communications par écrit puisque l'écriture automatique m'est tombée dessus. Alors du coup, ça voilà, tout s'est mis en place. Donc mon papa m'a contacté par ce biais-là. Et le lendemain, mon papa est revenu frapper à la porte. Hein. Autrement dit, quand c'est comme ça, vous avez tout votre bras qui... Enfin, moi, quand on me demande vraiment d'écrire, donc je ne saurais même pas le cacher. C'est un peu comme si j'avais Parkinson. Sauf que ce n'est pas ça. Et donc, le deuxième jour, c'était de nouveau mon papa. Et alors, le truc trop génial, c'est qu'il était avec sa maman. Donc, en fait, ils sont associés pour justement venir nous contacter. Un message, donc, c'était magnifique. C'était vraiment trop drôle. Et il faut savoir que Vincent n'avait pas confiance en lui par rapport à ses contacts médiumniques avec sa maman. Et il pensait qu'il pouvait entendre et recevoir des messages médiumniques pour les autres, mais que pour lui, il était bloqué là-dessus. Et là, on a clairement vu ce jour-là que... c'était moi qui me bloquais, oui, c'était lui qui se bloquait, quoi. Donc, c'était super. Mon bic a traversé la table. Donc, mon papa, donc c'est en écriture automatique, le bic a traversé la table. Mon bras, et une première fois, tu m'as dit replace ta main correctement sur le papier, etc. Et il est reparti une deuxième fois. Je n'ai plus su l'arrêter. Au point où il y avait notre apéro. Il y avait notre apéro sur la table. J'ai dû dire à Vincent, enlève les verres. Et ma main est tombée sur ses genoux avec le bic dans ses mains. Enfin, voilà. Donc voilà, c'était sa maman ce jour-là. Donc ça, c'est encore c'était une anecdote. Toi, tu en avais une autre? Oui, il y en a des dizaines. C'est difficile tellement il y en a. Et choisir une bonne ici... Je pense que moi, ce qui me revient, qui était vraiment, vraiment fou, c'est que moi, à l'époque, c'est vrai que j'avais fait une lecture karmique avant de revoir Vincent et j'avais déjà appris énormément de choses sur moi. Et cette lecture karmique, moi, je suis
Je suis une hypnothérapeute qui fait des enquêtes et des lectures karmiques à l'aide d'une télépathe sur YouTube. C'est donc sur Rachel Fortin. Je lui fais coucou d'ailleurs parce que je sais bien qu'elle vous regarde. Et Rachel m'avait permis de comprendre tout un tas de choses. Et Rachel travaille souvent avec une divinité, une déité, un cas qui est Mama Kila. Et il faut savoir que Mama Kila était venue chez moi me contacter via mon fils. Et c'est mon fils qui m'a dit qu'il était en contact avec Mama Kila. Enfin, c'était très spécial. Tout ça pour vous dire que j'ai acheté un chat à mon fils. Et enfin voilà, parce que tout ça, ça me passionne, parce que j'ai eu moi-même des vies Inca. J'ai appelé mon chat Kila. Donc voilà. Et alors, moi j'ai un chat et son vrai nom c'est Gemma, mais on l'appelle jamais Gemma, on l'appelle Mama. Donc en fait, il faut savoir que Mama Kila est avec nous comme elle est avec moi, et ça s'est marqué dans notre réunion de flammes jumelles. Enfin, c'était extraordinaire, c'était super beau, quoi. Voilà, ça c'est encore une anecdote. Et sinon, je pense qu'on peut clôturer parce qu'on a largement dépassé le temps. Il y a quelque chose de plus important à dire et à retenir, je trouve. Nous sommes flammes jumelles réunifiées, c'est un peu le but des flammes jumelles. En cours de fusion, la fusion, on a appris ce que c'était justement grâce à Rachel. Je ne savais pas trop au début. Ah oui, non, du tout. Quand sa maman nous en a parlé en écriture automatique. Oui, on se demandait la fusion de quoi il s'agissait exactement. Et en fait, voilà, on a appris que c'est le partage de nos énergies et que cette complémentarité permet de vibrer plus haut qu'on aurait pu le faire de façon initiale. Et en fait, c'est un peu le but des flammes jumelles, c'est qu'on a décidé de cette incarnation et que sciemment. Oui, tout à fait. Voilà, c'est un choix. On a déjà eu des incarnations précédentes tous les deux, mais plutôt avec des relations de fratrie, des relations amicales, et que cette fois-ci, on a choisi cette relation. Il m'a même assassiné dans une vie. Oui, mais on était frères et sœurs à ce moment-là. Enfin voilà. On parlait de la fusion. Oui, donc la fusion, voilà, c'est justement ce qui nous permet de vibrer plus haut. C'est le but. Le but ultime, c'est d'aider la source à augmenter les vibrations de la Terre et de l'humanité. Et c'est notre mission. On s'y attelle, je pense, plutôt pas mal. Parce qu'on vibre bien, on est dans la positivité, enfin, dans l'émerveillement, ça a décuplé le fait qu'on soit flammes jumelles réunifiées, ça décuple complètement nos vibrations au quotidien. Ça développe un tas de choses comme la télépathie, les synchronicités, la médiumnité, la vision des choses, et tout ça est décuplé, et de par ce fait, ça augmente de bonheur nos vibrations. Bien sûr. Et voilà. Et c'est vibrer l'amour en permanence, c'est être dans l'amour de soi, l'amour de l'autre, mais l'amour de tout le monde, de tous les autres, en fait. D'ailleurs, voilà, on s'est découvert vraiment maintenant qui on était vraiment au fond. Par exemple, moi, je suis entre autres passeuse d'âme, et passeuse d'âme, vous savez bien, on aide les défunts comme ça à passer de l'autre côté passer dans la lumière. Mais en fait, j'estime il n'y a pas que les défunts qu'il faut faire passer dans la lumière. Il y a tout un tas d'êtres humains à éveiller. Il y en a énormément qui s'éveillent et qui s'ouvrent chaque jour. Tout ça, c'est merveilleux, et c'est vraiment notre mission, en fait. C'est de faire monter les vibrations de tous, et qu'on s'élève tous. Voilà. Enfin voilà, c'est pas on a fait le tour, on a énormément de détails dans toutes nos histoires de fous, mais ça prendrait plusieurs heures, donc ça c'est pas possible. En tout cas, une prochaine émission peut-être. Mais c'est pas possible dans les témoignages, qui font 10 minutes, et nous on a bien dépassé. On vous fait plein de bisous. Au revoir, à tous les Nériens, et merci à Nora Guillaume, vous êtes géniaux. Merci. Ciao, ciao. Bisous. Réfléchir. Ah, t'es en train d'enregistrer, moi. Tu vois. Avec la face A, il reste toute la face B. On n'aura jamais le temps. Ça va.
Bah, tu voulais parler de quoi? Non, Des non, je sais compétences pas. Ah, Oui. Ouais. Attends. mais quoi? Mais je sais sur pas. un autre plan, peut-être? Donc. Pour ce dernier témoignage, Rachel revient pour nous sur 2 observations particulièrement troublantes en lien avec le phénomène OVNI. Elle nous livre ses intuitions et réflexions particulièrement intéressantes sur la matière dont ils sont composés. Hello l'équipe Nurea. Je voulais apporter mon témoignage concernant mes observations sur le phénomène OVNI. Alors je commence tout simplement juste à m'y intéresser cette année avec, grâce à vous, grâce à Nurea TV. Et je fais les liens sur mes expériences. Donc je voulais juste vous raconter que j'ai été observatrice deux fois, à 2 reprises. Une fois lorsque j'avais 18 ans, 19 ans tout juste, dans le sud de la France, à côté d'une petite ville qui s'appelle Arles, dont je suis originaire. J'ai observé avec un collègue qui a observé la même chose que moi, une étrange lumière verte survoler le canal du Petit Rhône. On était en campagne, isolés, et que tous les deux, et on s'est regardés, puis en fait ça a flashé, et le temps de percuter, en fait, de se rendre compte de ce qu'il était en train de se passer, on était dans un état assez végétatif, surpris. Enfin, c'est dur à raconter, mais en tout cas on a vu la même chose, un immense flash vert, et puis tout s'est arrêté. On a entendu comme une espèce d'aspiration, ça a fait chut, et le truc a disparu, vraiment à la vitesse de la lumière, c'est le cas de le dire. Voilà, j'ai été témoin de ça, et puis les années sont passées, je suis devenue maman, et de plus en plus ouverte à la spiritualité et aux phénomènes inexpliqués, dont j'ai été sujette ou témoin sur d'autres choses. Mais voilà, la maternité m'a ouvert quelque chose en plus, je crois, et au décès de mon grand-père aussi. Et alors, à l'aube de mes 24 ans, alors que je venais de donner naissance à mon fils, qui avait quelques jours, j'ai assisté à un phénomène une seconde fois. Cette fois, c'était rose. Une belle lumière, d'un rose, d'une lumière, d'une luminosité indescriptible que je pourrais pas... j'ai pas assez de mots, en fait, pour décrire ce rose que je n'avais jamais vu, si ce n'est cette fois-là. Et en fait, j'ai pris mon téléphone et je voulais filmer le phénomène, puisque je me suis dit, c'est la 2e fois que ça m'arrive, il faut absolument que j'arrive à garder ces images, puisqu'on va me prendre pour une folle si je le raconte et si j'ai pas de preuves. Et en fait, j'ai essayé de filmer cet objet qui était plutôt plat, vraiment aussi fin qu'une feuille de papier, mais loin, donc enfin... C'est indescriptible, encore une fois, j'ai pas assez de mots pour raconter ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et en fait, je prends mon téléphone, je vois dans l'écran l'objet et le faisceau lumineux. Et en fait, mon téléphone se bloque. Et pourtant, je vois que c'est dans mon écran, mais j'arrive pas à capturer, ni à filmer, ni... C'est comme si il y avait une espèce d'intelligence qui bloquait, en fait, mon action de vouloir avoir une preuve, et donc qui bloquait mon téléphone. Pourtant, je le vois dans mon téléphone, j'appelle mon chéri, il assiste à la scène, il le voit dans mon téléphone, et le truc, en une fraction de seconde, piou, se volatilise en un éclat de cette lumière rose. Donc voilà, assez surprenant, assez déroutant. Ça s'est pas arrêté là, puisque la nuit qui a suivi, j'ai fait un rêve où dans ce rêve, je peux apercevoir de près la matière dont est composé leurs engins. Et en fait, j'en déduis alors
5 ans, 6 ans après, du coup maintenant, que c'est une matière, voilà, qui dans mon rêve, je la vois comme une matière qui n'existe pas. Mais sur le moment, je pense que c'est comme un miroir en fait. C'est pas du métal, mais c'est une matière aussi fine et dont les composantes se rapprochent au matériel du miroir, matériaux, je sais pas. Et en fait, quand je me réveille et que j'interprète mon rêve, je me dis ça, voilà. En fait, leurs engins sont composés d'une espèce de matière qui fait miroir. Mais en fait, c'est pas ça. En le racontant, je me persuade que c'est pas du tout ça, parce qu'en fait, un miroir, si c'était un miroir, ça réfléchirait le devant, le dessous, le dessus. Or là, en fait, leurs engins sont capables de faire comme un caméléon. C'est l'image qui me vient en premier pour décrire le phénomène. Et au plus j'avance dans mes recherches, dans ma vie, à l'heure d'aujourd'hui, au plus j'écoute d'émissions Nurea TV, au plus je me renseigne sur les phénomènes en UFO, au plus j'arrive à décrire en fait ce que je ressens et pressens. Et donc ce que je peux conclure, c'est que j'ai aucune preuve de ce que j'avance, je ne suis pas scientifique, mais j'ai une intuition, donc je voulais vous la partager. Je pense que ce matériau, a la capacité de synthétiser son champ informationnel environnant. Je ne sais pas si ça va être très compréhensible pour la plupart d'entre vous, pour vous, chers Nuréens, mais c'est les seuls mots qui me viennent pour l'expliquer. C'est comme si c'était une espèce de matière organique qui était capable de capter le champ d'information pour le synthétiser instantanément et du coup créer un espèce de camouflage instantané qui va plus vite que la vitesse de la lumière. Voilà, je sais pas si je suis très claire. Je sais pas si mon témoignage intéressera. En tout cas, je voulais vous le partager puisque hier soir, sur la route, j'ai dicté à mon téléphone ces quelques phrases et je viens de finir de regarder l'émission ce matin en replay du direct d'hier soir et je me suis dit, il faut que je leur envoie cette vidéo. Donc cette vidéo fait plus de 7 minutes 7. Waouh, quelle coïncidence incroyable. Je ne crois pas au hasard, je suis hypersensible et je m'intéresse à tout. Et voilà, si ça peut faire avancer quoi que ce soit, je voulais vous partager ça. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci pour tout ce que vous faites. J'hésiterai pas à continuer de contribuer au Tipeee et je vous souhaite une très très belle journée et peut-être à bientôt. Avant de terminer cette émission, je souhaitais partager avec vous et soumettre à votre avis d'expert 2 photos que nous ont envoyées des Nuréens. La première nous a été envoyée par Christophe. Je vous explique le contexte. Un membre de sa famille cherche à photographier des éclairs durant un orage, sans succès. Ceci dit, sur l'une d'entre elles, 2 formes étranges apparaissent. Un trait et l'autre en forme de trident. Peut-être avons-nous affaire à un phénomène météorologique parfaitement rationnel et connu de certains initiés. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis et des informations dans les commentaires. La seconde photo que je souhaitais soumettre à votre expertise nous a été adressée depuis le Québec par Jean-Pierre. Une de ses amies, en voyage en Égypte en compagnie d'un groupe de touristes québécois, a pu observer pendant plusieurs minutes au-dessus du Nil 3 formes étranges dans le ciel. Elles ont disparu ensuite presque instantanément. Sommes-nous en présence d'ovnis? Chacun se fera son avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires.
Nous voici arrivés à la fin de cette 8e émission Témoignages extraordinaires. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo dans son intégralité. Encore une fois, un immense merci à tous nos témoins du jour. Je vous dis à très bientôt sur Nuria TV. Et d'ici là, n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À très bientôt. Ciao!